Salut tout le monde, je pense que vous l'avez vu dans la miniature, je veux parler d'un PC portable et étant donné que c'est le premier dont je vais parler sur la chaîne, eh bien je voulais que ce soit un PC portable vraiment intéressant. Je pense que vous l'avez vu dans le titre, il est là un petit peu pour attirer les clics, mais pas seulement, parce qu'en réalité, cette génération-là de PC portable, ils avaient accès à des composants qui permettaient pour la première fois de réellement jouer correctement sur PC portable. C'est-à-dire que avant cette génération-là de PC portables qui sont arrivés en 2004, on pouvait jouer sur des PC portables, c'était tout à fait possible, mais on pouvait pas réellement dire que c'était des PC qui permettaient de jouer dans de bonnes conditions, et donc pas forcément de PC portables gaming. Et pourquoi je parle des premiers PC portables dédiés au gaming, c'est parce que c'est toute une génération de PC portables qui sont arrivés en 2004, principalement grâce à une carte graphique qui a été produite par ATI, qui permettait des performances tout à fait satisfaisantes dans une utilisation gaming. En tout cas, ça ira pour l'introduction, on va voir en image un petit peu ce qui se cache là-dedans. Donc voici le PC portable en image, il s'agit d'un PC Dell Inspiron 9200. Il est sorti en 2004, il possède un design qui est typique de cette période-là, que personnellement j'apprécie même si ça n'a pas super bien vieilli d'après les standards actuels. Pour la connectique, on a aussi une connectique qui est complète pour la période en question. Concernant son hardware, c'est un PC qui embarque 512 Mb de DDR. Concernant le processeur, on a un processeur Pentium M cadencé à 1,7 GHz. Concernant la carte graphique, il s'agit d'une ATI Radeon Mobility 9700 avec son GPU M11 et 128 Mb de DDR. Et c'est notamment l'arrivée de cette carte graphique pour PC portable qui fait dire à certaines personnes qu'il s'agit de la première génération de PC portable gaming. D'où le titre de cette vidéo. Bien entendu, il était possible de faire du gaming avant ça sur PC portable, mais il faut bien avouer que c'était quand même très compliqué avant ça. Pour le Inspiron 9200, il y a plusieurs versions. La plus haut de gamme avait un processeur Pentium M 2 GHz et il embarquait 1 Go de mémoire. Le modèle que je possède a aussi un infâme disque dur 5200 tours IDE. Le plus haut de gamme, lui, avait un 7200 tours qui était bien plus agréable. Concernant son prix, on pouvait le trouver pour les versions les plus bas de gamme autour de 1000 € et les plus haut de gamme autour de 1300 €. Dans les caractéristiques un peu particulières de ce PC, on va parler un petit peu de son écran. C'est un écran en 17 pouces, mais sa particularité, c'est plutôt qu'il est en 16 dixièmes. Il faut savoir qu'en 2004, avoir un écran sur ce format-là, c'était vraiment pas courant. Mais en plus, sur ce PC, l'écran est vraiment de bonne qualité, et on a surtout une résolution qui est très, mais alors là, vraiment très élevée pour l'époque. Cette dalle est capable de proposer une définition 1900 par 1200 pixels. C'est plus que du Full HD et en 2004 c'est juste énorme ce genre de définition là, ce n'était pas du tout courant sur les PC de l'époque. Mais en vrai, même si c'est un écran de très bonne qualité pour cette année 2004, vous allez voir que c'est un avantage mais aussi un défaut. Et pour ajouter un petit peu de piment à la vidéo, je vais l'opposer à un PC de bureau qui est contemporain, un PC de bureau de 2004. Étant donné qu'on est sur un PC qui est censé être gaming haut de gamme en version laptop, et bien ça va être un PC haut de gamme en version PC de bureau. En vrai, ce PC, vous l'avez déjà vu sur la chaîne, c'est le PC haut de gamme de 2004 que j'avais fait en vidéo dernièrement. Pour le gros de ses caractéristiques, on y retrouve un Athlon 64 4000+, qui est couplé à une ATI Radeon X 850 XT et de la mémoire DDR cadencée à 400 MHz avec un petit peu de RGB, ce qui booste un peu ce PC. Non, en vrai, je rigole, la comparaison est pas forcément très intéressante parce qu'on sait déjà que le PC portable va être largement en retrait au niveau des performances. C'est juste pour comparer ce que l'on pouvait avoir déjà en 2004 en termes de performance et de qualité ou disons de confort de jeu face à un PC portable que l'on qualifierait de gaming qui est donc censé pouvoir proposer malgré tout de bonnes performances dans les jeux vidéo. Le but ça va donc pas être de savoir qui est le plus performant mais plutôt de voir quel écart de performance on avait. Mais avant ça, on va d'abord démonter le PC portable parce que regardez les images que je vous montre, je l'avais testé sur Half-Life 2 et clairement les performances n'étaient pas au rendez-vous, il y avait pas mal de chauffe donc je pense qu'il faut vraiment changer la pâte thermique et surtout lui faire un bon dépoussiérage parce que ce PC portable il a bientôt 20 ans et je pense qu'il a jamais été vraiment entretenu. Je profite du démontage pour parler un petit peu plus de cette ATI Radeon Mobility 9700. Il s'agit d'une évolution de l'ATI Radeon Mobility 9600 et qui apporte quand même pas mal de choses. Ceux qui connaissent doivent se dire que c'est assez surprenant qu'on ait des ATI 9000 qui soient sortis en 2004, étant donné que les premières, notamment la 9700 Pro, est sortie en 2002. C'est tout simplement qu'en réalité on est sur un genre d'hybride, c'est-à-dire qu'on est entre les ATI Radeon 9000 qui sont sortis en 2002-2003 et les ATI Radeon Express, les Express 800
500, 600, etc. La micro-architecture des Express 800 était de toute manière basée sur les ATI 9000, et ce qui différencie un petit peu, ce qui donne l'entre-deux, c'est la finesse de gravure. C'est-à-dire que les premières ATI 9000 étaient gravées en 150 nanomètres, les Express sont-elles gravées en 110 nanomètres, et ces puces M11, donc pour les ATI 9700 Mobility, eh bien elles sont gravées en 110 nanomètres. Si on se base sur les caractéristiques telles que les pixel shaders, les vertex shaders, etc., on est finalement assez proche de l'ATI 9600. Donc pour la suite, on devrait s'attendre à des performances plutôt milieu de gamme de la période 2002-2003. Le démontage est terminé et vraiment comme je le pensais, il n'a pas été entretenu depuis un bon petit moment je pense. Les échangeurs sont totalement colmatés par la poussière, ça risquait pas de refroidir grand chose comme ça. Je vous l'ai pas montré à l'image mais j'ai aussi changé la pâte thermique. De toute manière même le démontage remontage je voulais pas vraiment montrer parce que c'était assez long, fastidieux, c'est de l'ordi portable, c'est pas toujours intéressant à démonter, c'est même souvent chiant. En tout cas j'espère que c'était vraiment ça le problème parce que je suis pas convaincu qu'on avait du throttle déjà en 2004 sur ce genre de machine, mais quoi qu'il arrive ça lui aura fait du bien. On peut dire que ce petit nettoyage je l'aurais pas fait pour rien. Maintenant le PC portable est prêt à être benché, on passe en voix off pour voir ce que ça donne. On va commencer les benchmarks par 3D Mark 2003. J'ai choisi le 2003 parce que ce PC est vraiment limite pour le 2005. Mais je l'ai quand même passé sous 2005. Je veux juste pas vous le montrer en image parce que c'est vraiment pas agréable. On est plutôt du côté de la diapo. Je vous ferai ça sous forme de tableau après ce 3D Mark là. Dès le début, on peut se rendre compte qu'il y a vraiment un écart qui est énorme entre ces deux machines. On se rend bien compte que mon représentant des PC de bureau de 2004 s'en sort beaucoup mieux que les laptops de 2004 ou du moins de ce Inspiron 9200. Sur cette première séquence, on peut voir que à peu près le PC de bureau fait 2 fois plus de performance que le PC portable. On passe maintenant à la séquence suivante de ce 3D Mark 2003 et on peut voir que vraiment là c'est pas glorieux pour le PC portable. L'Inspiron a du mal à nous sortir peut-être 20 fps, par moment on arrive à aller au-dessus mais vraiment c'est limite. La 9700 d'ATI en version Mobility a vraiment du mal, et si on compare un autre PC de bureau de 2004, on a carrément peut-être 4 fois plus de performance en moyenne si ce n'est pas plus. Sur la séquence suivante on retrouve à peu près la même chose que l'on vient d'avoir, c'est-à-dire qu'on a 1 x 3 voire x 4 pour le PC de bureau. Je passe rapidement sur la séquence suivante parce que j'ai pas beaucoup plus à dire. Cette fois-ci on a un écart qui est un peu moins important, je dirais qu'en moyenne on a à peu près 2,5 en plus de performance pour le PC de bureau. Bref, on peut voir que sur ce 3D Mark, clairement le PC portable est largué par rapport à un PC de bureau. Bon, j'enfonce un peu des portes ouvertes en disant ça, il n'y a pas vraiment de surprise, mais je trouve que c'est intéressant de voir à quel point l'écart est énorme entre le PC portable de 2004 et la tour de 2004. Donc je vous affiche le résultat qu'on a eu pour le PC portable. On a eu 3512 points et on a eu 11 357 points pour le PC en format tour. Donc en gros le PC en format tour fait 3 fois mieux que le PC portable. Je vous affiche maintenant les résultats pour le 3D Mark 2005. Les images que vous voyez là c'est celui du PC en format tour de 2004, c'est quand même plus agréable. Ce qui va être intéressant c'est que je vais pouvoir mettre les résultats dans mon tableau global pour pouvoir comparer un petit peu les performances que l'on a eu face à toutes les cartes graphiques que j'avais testées dernièrement. Je vous rappelle que le processeur qui avait été utilisé pour tester toutes ces cartes graphiques c'était un Q6600. Donc sans trop de surprise, le PC portable nous donne le plus mauvais résultat sur ce tableau là avec un petit score de 1684 points. Quand on sait que mon plus mauvais score précédent c'était la 7600 GS avec 4133 points. Maintenant si on compare avec mon représentant haut de gamme de 2004 en format tour, et bien lui il a sorti 6080 points. Bon, ça se passe encore une fois deux commentaires, il y a encore une fois un écart mais qui est énorme entre ces deux machines. Mais comme je le dis quasiment à chaque fois, finalement les benches comme ça tels que 3D Mark c'est des benches dans des conditions bien particulières et c'est pas toujours représentatif de ce que l'on a réellement en jeu. On va donc maintenant tester sur des jeux, on va faire une comparaison en direct et on va voir ce que ça donne. On commence avec le premier jeu, j'ai choisi d'attaquer avec Half-Life 2. La version du jeu date de 2004-2005 et je vous montre là les paramètres graphiques que j'ai utilisés pour les deux machines. Il n'y a pas de benchmark donc je vais utiliser une scène scriptée, toujours la même en guise de benchmark, faudra comparer directement sur la vidéo. On peut voir que par rapport à 3D Mark on a des écarts qui sont beaucoup moins importants. Donc vraiment quand je vous dis à chaque fois de ne pas prendre pour argent comptant les résultats sur 3D Mark, c'est pas pour rien parce que en jeu parfois on voit de vrais écarts. On voit que cette fois-ci le PC Tour a plutôt un avantage de 2 fois les performances du PC portable à peu près, des fois c'est un peu plus, des fois c'est un peu moins. Mais par moment on a des drops de FPS qui sont assez violents, je pense que ça vient du disque dur qui a du mal à donner les infos à temps parce que ça se passe généralement au moment où on passe d'une scène à
l'autre lors de cette séquence scriptée. En tout cas, le dépoussiérage a fait beaucoup de bien au PC Inspirant parce que c'est pas du tout les mêmes performances. Même si c'est pas parfait, on voit que Half-Life 2 est clairement jouable alors qu'on a les graphismes qui sont quasiment au maximum. En tout cas, Half-Life 2 sur le PC portable c'est validé, on passe au jeu suivant. Cette fois-ci on est sur Doom 3, un gros jeu de cette période-là, et je vous montre les paramètres graphiques. On est en 768p avec les pré-réglages en moyen. Le benchmark de Doom 3 est un petit peu particulier dans le sens où il va pas vous afficher réellement un framerate, il va plutôt mesurer le temps que le PC met à calculer un certain nombre d'images qui représentent une scène. Vous pouvez le voir, ça a commencé et clairement ça va très vite du côté du PC Tour. En revanche pour le PC portable c'est beaucoup plus lent, malgré tout il s'en sort quand même beaucoup mieux que je l'aurais pensé. Pour ce qui est du PC portable, on le voit, c'est beaucoup plus dur, on a à peu près 20 images par seconde qui est calculé en moyenne, mais malgré tout sur Doom 3 je trouve que c'est vraiment pas mal, je m'attendais à bien pire de ce PC là. Pour ce qui est du PC Tour, il roule dessus, il a vraiment aucun problème pour ce benchmark. D'ailleurs il a déjà terminé en 26 secondes avec une moyenne de 80 images par seconde. Donc là encore une fois on a un énorme écart, je vous affiche directement les résultats que j'ai eu avec le PC portable. Lui il a réussi à nous calculer la scène en 78,7 secondes pour une moyenne de 27 images par seconde, c'est vraiment pas mal, je m'attendais à bien pire que ça. En revanche comparé à Half-Life 2 je valide pas vraiment parce que je sais pas si vous avez vu mais il y a énormément de drops, il y a des moments où on monte assez haut dans les images par seconde, mais il y a des moments où c'est très dur, on est autour de 10 images par seconde et en jeu c'est vraiment très désagréable. On aurait eu 20-30 FPS stable, ça aurait pu être jouable même si c'est pas forcément agréable, mais là vraiment c'est pas terrible. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce PC portable gaming? Eh bien, selon les standards actuels, c'est quand même compliqué de le considérer comme un PC gaming. On l'a vu sur la plupart des jeux, on a un framerate qui est tout juste moyen pour faire du gaming. Généralement, on arrive à avoir 30 images par seconde sur les jeux qui sont contemporains à ce PC-là, mais avoir plus de 60 images par seconde, on l'a pas vu une seule fois. Donc clairement, selon les standards actuels, on n'est pas vraiment face à un PC gaming. Il s'agit d'un PC qui est capable de faire du jeu vidéo, mais de là à dire que c'est un PC qui est dédié aux jeux vidéo, c'est quand même compliqué. Concernant son écran qui est très intéressant et surtout très en avance sur son temps, eh bien finalement c'est un avantage et à la fois un défaut. C'est un avantage parce que tant qu'on est sur Windows et qu'on n'a pas de grosses tâches en 3D, eh bien le hardware est suffisant pour utiliser la définition qui est disponible. Mais par contre quand on lance des jeux vidéo, le hardware n'est pas capable de tenir une définition en 1900 par 1200. Donc au final pour ce qui est de la définition, c'est bien trop élevé pour le hardware que l'on a. Ensuite, on va parler du format parce que en 2004, avoir un PC en 16 dixièmes, eh bien, c'est pas terrible en fait. Il y a énormément de jeux qui ne peuvent tout simplement pas être en 16 dixièmes, ce qui fait que finalement, on doit utiliser une résolution 4 tiers sur un écran qui est dit wide, donc forcément où l'image est déformée, ou on a des bandes noires sur le côté. En plus de ça, on est sur une période où les pilotes ATI étaient vraiment pas terribles, c'est d'ailleurs de là que viennent la mauvaise réputation en général des pilotes ATI ou AMD de nos jours. Et donc il y a certains jeux, à cause des pilotes, je ne peux pas modifier le format pour avoir les bandes noires sur le côté et éviter les déformations. Et surtout, encore plus grave, quand on est sur un format en 16 neuvième, et bien ça bug tout simplement. Et si vous voulez, mon image est décalée par rapport à là où je vois pas l'entièreté de ce qui doit être affiché, et donc c'est totalement inutilisable. Donc vraiment, cet écran, j'en suis pas vraiment fan. Mais ça, c'est un point de vue qui date de 2023 sur un PC de 2004, et je vais essayer de donner un deuxième avis en me replongeant dans le contexte de 2004. Je me trouve malgré tout sévère parce que forcément si on compare avec un PC en format tour de cette époque-là, eh bien le gouffre de performance est énorme, c'est évident. Quelle serait la vraie définition d'un PC gaming? C'est un PC qui permet tout simplement de jouer aux jeux vidéo et tous les jeux qui sont donc contemporains à ce PC-là. Mais comme vous le voyez en image, finalement je l'ai testé sur beaucoup de jeux qui sont contemporains à ce PC-là, tels que le premier Halo qui est sorti quelques temps avant la sortie de ce PC-là, ou encore Unreal Tournament 2004 qui est sorti en 2003 et qui est basé sur le Unreal Tournament 2003 qui a les mêmes graphismes, et bien finalement ces jeux-là ils tournent plutôt bien. C'est parfaitement jouable, c'est quand même agréable, même si on n'a pas les 60 images par seconde, c'est parfaitement jouable et je pourrais comprendre qu'on considère ce PC-là comme étant un PC dédié aux jeux vidéo. Parce qu'il arrive à faire tourner tous les jeux vidéo de son époque, et ça malgré tout sur un PC portable c'est un tour de force. Surtout que l'année 2004 finalement c'est quand même une année qui nous a proposé des très bons titres, et surtout des titres
qui ont poussé la barre des graphismes encore plus haut, avec des jeux tels que Half-Life 2 ou encore Doom 3 que ce genre de PC était capable de faire tourner. Half-Life 2 est parfaitement jouable, pour Doom 3 c'est un peu plus difficile, mais c'était quand même des jeux très gourmands de leur époque. Et il y avait aussi le tout premier Far Cry que vous voyez en image à l'heure actuelle, ce PC est parfaitement capable de le faire tourner. Ça me fait penser d'ailleurs à un commentaire que quelqu'un m'avait mis dans ma vidéo Can It Run Crysis. En gros il m'expliquait que Far Cry 1 était pire que Crysis pour ce qui était des PC capables de le faire tourner, et bien finalement on se rend compte que même un PC portable qui avait du mal avec la majorité des jeux, et ben il s'en sort quand même plutôt bien sur Far Cry. Et si je vous parle de ça, c'est tout simplement pour montrer que finalement il était capable de faire tourner tous les jeux qu'on considérait les plus exigeants de cette année 2004. Et il les faisait tourner certes avec un framerate qui était pas super élevé, mais qui était suffisant pour que l'on puisse y jouer. Surtout que les jeux, je les ai fait tourner au minimum en moyen, j'étais donc pas avec les graphismes au minimum, voire même en élevé par exemple avec Unreal Tournament 2004. Même si un gouffre de performance qui sépare ce PC portable et les tours que l'on pouvait se faire à l'époque, eh bien on peut dire que la case gaming est malgré tout cochée. Et si on se repositionne dans le contexte de l'époque, notamment grâce à cette page web que j'ai trouvée, il s'agit d'un post qui a été fait à la base sur le forum de Hardware FR, et c'est quelqu'un qui nous propose donc un test de ce PC là. Alors il y a quand même des différences, lui il possède le disque dur en 7200 tours et il a un processeur à 2 GHz. Dans ses tests en jeu vidéo, il a testé sur Doom 3 et Unreal 2004, mais aussi Quake 3, mais bon Quake 3 était déjà assez ancien à ce moment-là. Pour Doom 3, lui-même il le dit que c'est assez difficile pour le faire tourner sur ce PC là, mais que c'est quand même utilisable. Et pour Unreal Tournament 2004, lui il a poussé tous les graphismes à fond et a priori, eh bien ça tourne plutôt bien sur ses tests. Et dans sa conclusion, il en est finalement plutôt content. Il commence en disant que Dell a placé la barre très haute. Et il explique lui aussi que ce PC portable permet de jouer correctement à la grande majorité des jeux actuels. Donc 2004 étant donné qu'il a fait ce test à cette époque-là. Et finalement, la raison est simple, c'est que l'exigence en termes de framerate n'était pas la même à l'époque que celle que l'on a de nos jours. Et je pense que c'est bien pour ça qu'il est très satisfait de ce PC portable. Et dans les tests de cette première génération de PC portable gamer, Clubic avait fait un test aussi très intéressant. Le PC était un petit peu différent, on n'avait pas vraiment le même processeur, mais on était sur la même carte graphique. Les performances étaient très semblables, je vais pas relire tout le test, mais je vous invite à le faire, je le mettrai dans la description. En conclusion, on peut lire qu'ils étaient vraiment agréablement surpris par les performances graphiques de cette carte graphique, notamment en se basant sur les résultats qu'ils ont eu sur Unreal Tournament 2004. Et dans leur notation, on peut même lire une puce 3D détonnante. Ça montre à quel point, à l'époque, on pouvait considérer ce genre de performance-là comme tout à fait satisfaisante. Pour le mot de la fin, je dirais que ce gros bébé est un bon PC gaming de 2004, mais en revanche un mauvais PC gaming selon les standards de 2023. Et en vrai, un PC qui aurait ces performances-là en 2023, je le considérerais même pas comme un PC gaming. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air ou encore à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Vous pouvez aussi faire un tour sur le lien Linktree en description. Vous y trouverez le Discord, la boîte mail aussi si vous voulez participer au PC Rétro des abonnés. Comme d'habitude, si vous voulez participer, mettez bien dans l'intitulé du mail que c'est pour participer au PC Rétro des abonnés et essayez de me mettre pas mal de photos pour que ce soit intéressant en vidéo, avec le plus de détails possible sur la config. Et si vous pouviez mettre des photos avec le PC allumé pour qu'on voit un petit peu comment il tourne, ça serait le top. Bref, on arrive à la fin, donc en attendant, prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.